On va commencer la session de médecine fétale, la deuxième session de médecine fétale. On accueille Isabelle Monnier qui travaille dans l'équipe épopée sur Port-Royal et qui du coup va vous parler de l'apport diagnostique de l'ACPA en cas de RCU isolé. Donc merci beaucoup Isabelle de nous présenter ce sujet. Oui, du coup, donc, je travaille effectivement dans l'équipe épopée au sein de l'INSERM. Épopée, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une équipe en épidémiologie périnatale. Et dans cette équipe-là, je travaille principalement sur le dépistage du retard de croissance et plutôt sur la performance du dépistage et un peu et son impact sur la prise en charge des femmes et la prise en charge obstétricale et les issues de santé. Tout ça pour dire que l'ACPA et la génétique n'est pas du tout mon domaine d'expertise. J'ai été amenée à m'intéresser à ce sujet-là suite à une réponse à un appel d'offres il y a maintenant 5 ans, où initialement je ne devais pas du tout parler d'ACPA. Et finalement, on m'avait un peu orientée, même beaucoup sur ce sujet-là. Et c'est comme ça que je me suis intéressée du coup à cette thématique. Du coup, là, ce que je vais vous présenter, c'est un topo sur ACPA et retard de croissance isolé, de mon point de vue du coup d'épidémiologiste. Hein. Encore une fois, je n'ai pas du tout de compétences particulières en génétique. Alors, juste quelques éléments de contexte que tout le monde connaît, mais qui sont importants pour poser le cadre de ce topo. Comme tout le monde sait, le retard de croissance est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité périnatale. Qu'on sait très bien aujourd'hui que le dépistage anténatal du retard de croissance, il a été montré comme une intervention efficace qui diminue cette mortalité qui est associée au retard de croissance. Et le dépistage permet également de comprendre les causes de ce dépistage et de lancer des investigations étiologiques pour comprendre du coup pourquoi ce fœtus est petit. Il y a 2 situations très caricaturales, je pense que vous rencontrez quasiment quotidiennement peut-être dans vos centres de diagnostic prénatal. Tout d'abord, le retard de croissance qui est associé à des anomalies de structure, qui est très souvent en lien avec des anomalies chromosomiques ou syndromiques, et pour lequel, je crois, il n'y a pas vraiment de débat sur le fait de proposer un prélèvement invasif avec recherche de karyotypes et d'ACPA, voire maintenant plus avec tout ce qui est panel de gènes, exome et génome. L'autre situation qui, moi, m'intéresse, qui intéresse ce topo, c'est les situations où le retard de croissance est isolé, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à des anomalies échographiques fétales, pour laquelle, je pense, pose plus de problèmes de stratégie diagnostique, puisque là, on va plus se poser la question de quelle est la quantité à tenir. Faut-il proposer un prélèvement invasif au couple? Faut-il faire un karyotype seul ou un karyotype plus une ACPA? Et si on fait une ACPA, quel est l'apport de l'ACPA en plus du karyotype? Juste déjà pour répondre à la première question de faut-il faire un prélèvement invasif, je pense que c'est important déjà de partir de cette question-là. Faut-il faire un prélèvement invasif en cas de retard de croissance isolé? Pour rappel, il y avait eu des RPC en 2013 qui avaient été conduites par le CNJOF sur le retard de croissance, qui avaient tenté de donner des éléments qui pouvaient plaider en faveur ou en défaveur de réaliser un prélèvement invasif. Et dans les arguments en faveur, on retrouvait par exemple la précocité d'apparition du retard de croissance ou encore la sévérité du RCU. Et à l'inverse, en défaveur de ce prélèvement-là, une morphologie normale qui pouvait être associée, sans morphologie normale chez un RCU, pouvait plaider au fait de ne pas proposer un prélèvement invasif. Évidemment, tout ça est théorique et je ne crois pas que c'est comme ça que vous réfléchissez dans vos CPDPN avec un listing comme ça. Tout est une question finalement de balance bénéfice-risque entre le fait d'avoir un diagnostic de certitude apporté par ce prélèvement invasif et de l'autre côté, les risques liés au prélèvement invasif, fausse couche, rupture des membranes, prématurité, et évidemment toute la dimension un peu plus large d'anxiété et l'impact de ce prélèvement que peut avoir sur le vécu des couples. Ensuite, deuxième question, faut-il faire donc si on fait un prélèvement invasif, quel est l'apport du karyotype en cas de retard de croissance isolé? En 2017, il y a une revue systématique qui a été publiée et qui avait inclus 14 études observationnelles, soit au total 874 retards de croissance isolés, et qui avait, si on s'arrête à l'abstract, avait conclu qu'ils avaient retrouvé dans les études entre 0 et 26% de cas pour lesquels il y avait un retard de croissance isolé pour lequel on avait retrouvé des anomalies chromosomiques. Et finalement, en moyenne, dans 6% des cas, le retard de croissance, on pouvait retrouver des anomalies.
Mais finalement, si on regarde un peu plus de près ces études, on voit là, c'est l'encadré vert avec les études qui ont inclus le plus grand, les effectifs avec de plus grande taille, autour de 250 fœtus. On était plutôt autour de 1,5% d'anomalies chromosomiques retrouvées en cas de retard de croissance isolé. Et en bleu, c'était une étude qui avait inclus quand même 170 fœtus, mais c'était une étude qui était rédigée en bosniaque et impossible pour moi de vérifier la qualité de cette étude. Bref, en tout cas, la plupart des anomalies qui avaient été retrouvées, c'était des triploïdies et des trisomies. Et je crois que ce qu'il faut retenir de ce papier-là, c'est que des anomalies chromosomiques peuvent possiblement être associées à un retard de croissance isolé, même en l'absence d'anomalies échographiques. Ensuite, la question suivante, qui finalement est la plus intéressante pour ce topo, c'est faut-il faire une ACPA en cas de retard de croissance isolé ? En novembre 2011, donc ça date déjà il y a 10 ans, une société italienne de génétique avait publié leurs recommandations et avait préconisé que des données supplémentaires étaient nécessaires sur l'application de l'ACPA, notamment en cas de retard de croissance non associé à des anomalies structurelles. 10 ans plus tard, on peut se demander maintenant, est-ce que c'est pertinent de se poser cette question de faut-il réaliser une ACPA en cas de retard de croissance isolé ? Probablement pas, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que la performance de l'ACPA est bien supérieure à celle du karyotype, qu'en pratique, je crois que l'ACPA est réalisée pratiquement de manière assez en routine, en plus de karyotype, dès qu'un prélèvement invasif est réalisé, et que même plusieurs sociétés savantes ont recommandé l'ACPA en première intention et même en remplacement du karyotype. Bon, finalement, c'est quand même intéressant de se poser cette question de l'ACPA en cas de retard de croissance isolé, je pense en tout cas, car la plupart des recommandations sur l'ACPA se sont basées sur des études qui ont été réalisées sur la contribution de l'ACPA en cas d'anomalie échographique fétale, alors qu'ici, on est dans la situation d'un retard de croissance isolé sans anomalie fétale, et que je crois que c'est toujours intéressant de connaître l'apport de cet examen, qui est ici l'ACPA, dans une équation spécifique, qui est ici le retard de croissance isolé. C'est une information du coup qui peut être fournie donc aux cliniciens et qui peut ensuite redescendre au couple lorsque vous faites cette information-là dans vos CPDPN. Enfin, quand on fait la revue de la littérature, on voit quand même par rapport à la biblio sur ACPA et en cas d'anomalie fétale que les études sont encore assez peu nombreuses sur l'apport de l'ACPA en cas de retard de croissance isolé, même s'il y en a un peu plus ces 2-3 dernières années. Donc, que disent les recommandations sur retard de croissance isolé et ACPA ? En France, vous le savez, je pense, il y a des guides des bonnes pratiques de l'ACPA en période prénatale qui sont mises régulièrement à jour par la CLF. La dernière mise à jour date de novembre 2020, qui spécifie que tout signe d'appel échographique ayant justifié un prélèvement invasif peut faire l'objet d'une ACPA. Et notamment, il y avait des indications spécifiques qui étaient retenues, et notamment le retard de croissance sévère inférieur au 3e percentile. Et c'était noté sans étiologie retrouvée au moment, en 2016. Et là, j'ai vu qu'en 2020, ils avaient enlevé cette spécification de sans étiologie. En tout cas, quand j'ai relu ces guides des bonnes pratiques, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je n'ai pas vu de niveau de preuve qui avait été associé à cette recommandation. Plus récemment, en 2020, la SMFM aux États-Unis a recommandé avec un grade 1C, qui est une recommandation, pour rappel, forte avec une qualité de preuve faible, que toutes les femmes devraient se faire proposer une ACPA en cas de retard de croissance isolé et non expliqué si celui-ci était détecté avant 32 semaines d'aménorrhée. Si on regarde un peu plus dans le détail cette recommandation de la SMFM, en fait, cette recommandation s'est basée sur une méta-analyse de 9 études, 9 études observationnelles rétrospectives où ils avaient inclus des retards de croissance isolés. Et ils avaient montré que selon les études, ils avaient retrouvé qu'entre 0 et 17% des cas, on avait eu un apport de l'ACPA en plus de karyotype. Et quand ils poulaient les données, l'ACPA avait un apport de 4% par rapport au karyotype. C'est-à-dire qu'en cas de karyotype normal, l'ACPA permettait de détecter dans 4% des cas des CNV non vus au karyotype.
Cependant, cette méta-analyse de 9 études sur laquelle s'est basée la SMFM présentait plusieurs limites. C'était toutes ces 9 études des études de faible effectif, hein, entre 3 et 115 fœtus inclus. Je crois qu'au total, il y avait 376 fœtus dans cette méta-analyse. Que les définitions sur le retard de croissance isolé avaient été définies de manière très hétérogène entre les études ou même non précisées. Et enfin, on n'avait pas du tout d'évaluation de la proportion de VUS qui avait été retrouvée dans chacune des études. Et enfin, voilà, juste pour vous souligner que cette recommandation de la SMFM avait bien spécifié que l'ACPA devait être proposé en cas de retard de croissance détecté avant 32 semaines d'aménorrhée, faute de données sur les RCU après 32 semaines. Donc, du coup, vient cette étude, hein, l'étude d'ANRCU que nous avons menée. Alors, juste pour vous poser encore quelques éléments de contexte, cette étude-là a été menée en collaboration avec la Fédération française des CPDPN, dont la présidente à cette époque-là était Alexandra Benaki, et qui a été l'investigatrice principale de cette étude, et en collaboration avec notre équipe INSERM. Moi, j'avais du coup coordonné cette étude sur le plan scientifique et sur la collecte de données, et on avait également été épaulé sur le plan méthodologique par Jennifer Zetlin, qui est directrice de recherche à l'INSERM, et on avait obtenu un petit financement de l'Agence de la biomédecine. Donc, qu'est-ce que l'étude d'ANRCU ? L'étude d'ANRCU, c'était une étude rétrospective, observationnelle, pour laquelle on avait inclus toutes les grossesses uniques adressées dans un des CPDPN de l'étude pour un retard de croissance isolé sans malformation. On avait fait cette période d'inclusion avait été sur une année, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, et on avait défini le retard de croissance comme un poids fœtal inférieur au 10e percentile, selon la courbe utilisée dans chacun des centres. Nous n'avions pas inclus les grossesses dont la datation était incertaine, et évidemment toutes les malformations qui étaient associées à un retard de croissance. Et les données avaient été recueillies à partir des dossiers médicaux des femmes, des comptes rendus d'anapathes, de phétopathes et de cytogénétiques. Du coup, au total, 13 CPDPN ont participé à l'étude. Je les ai entourés en rouge. On avait initialement prévu d'inclure tous les CPDPN, mais sur le plan organisationnel et budgétaire, c'était finalement un peu compliqué. Et du coup, le point commun de ces 13 CPDPN, c'est qu'ils utilisaient tous le même logiciel d'échographie qui est Viewpoint, et qui nous avait permis de faire une recherche homogène des cas de retard de croissance dans l'étude. Donc au total, sur l'année 2016, dans ces 13 CPDPN, on avait du coup inclus 682 fœtus avec un RCU isolé adressé dans un des 13 CPDPN. Et au total, il y en avait eu au final 36% d'entre eux qui avaient bénéficié d'un prélèvement invasif. Et au final, un peu plus de la moitié, 146, avaient eu à la fois des résultats pour le cariotype et une ACPA. À noter qu'on avait dû exclure 96 fœtus pour lesquels uniquement un cariotype avait été demandé, sans ACPA réalisé. On avait essayé d'analyser un peu les différences entre la population d'analyse des 146 fœtus avec ACPA et cariotype versus les 96 qu'on avait exclus parce qu'ils avaient eu uniquement un cariotype. Finalement, on avait retrouvé dans ces 96 fœtus 8 qui avaient eu un cariotype anormal. Et en fait, il y avait très peu de différences en termes de caractéristiques maternelles, cliniques et d'issues entre ces deux groupes. Et en fait, la vraie différence entre ces deux groupes, c'est que, en fait, il existait déjà une variabilité des pratiques selon les centres en 2016 vis-à-vis de l'ACPA. Il y a un accès inégal à l'ACPA en 2016 avec des centres qui faisaient déjà quasiment systématiquement l'ACPA, alors que c'était déjà une recommandation de la SLF pour le retard de croissance, et que d'autres centres, au contraire, n'avaient pas ou peu d'accès à l'ACPA ou qu'ils ne le réalisaient pas encore en 2016. Ensuite, pour la lecture des comptes rendus cytogénétiques, on a été beaucoup épaulé par deux cytogénéticiennes qui ont relu et classifié les CNV, toutes les deux donc en aveugle de l'autre. Et puis ensuite, on avait confronté du coup leurs deux classifications. Cette classification avait été réalisée avec les données qui étaient disponibles au moment de l'étude,
L'étude a été, pour rappel, conduite en 2016 et finalement on avait publié le papier que l'année dernière en 2021. Donc, cette classification a été réalisée selon les recommandations du Collège américain en pathogènes, probablement pathogènes et VUS. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette étude d'ANRCU? On a retrouvé au total sur les 146 fœtus qui avaient été inclus, avec résultats sur ACPA et karyotype, 11 CNV classés comme pathogènes ou probablement pathogènes, soit un taux de détection de CNV par ACPA estimé à 7,5%. Sur les 139 karyotypes normaux, parmi les 146 fœtus inclus, on avait donc 4 CNV pathogènes, un CNV classé comme probablement pathogène. Donc au total, l'apport de l'ACPA par rapport au karyotype avait été estimé à 3,6%. Et enfin, on avait retrouvé 3 VUS, soit 2,1% de tous les CNV. Donc juste quelques résultats sur les cas. Donc là, ici, c'est les 8 cas qui avaient eu un karyotype normal et pour lequel on avait retrouvé un CNV à l'ACPA. Comme vous voyez ici, donc, la gestationnelle au dépistage du retard de croissance était plutôt autour du 2e trimestre. Un seul cas, le cas numéro 5, qui avait eu un dépistage au-delà de 32 semaines d'aménorrhée. Comme je vous disais, on a retrouvé donc un CNV probablement pathogène, 4 CNV pathogènes, et puis dans 7 cas sur 8, la grossesse avait finalement abouti sur une interruption médicale de grossesse. Et sur le dernier cas, comme vous voyez, c'était une IMG pour un HELP syndrome qui était non en lien avec le VUS qui avait été détecté. Presque. Du coup, il y avait donc 3 VUS, alors je vais passer. Et puis ensuite, sur les karyotypes anormaux, donc on avait retrouvé 7 karyotypes anormaux, soit 4,8% des 146 fœtus. Et puis juste à noter, le cas numéro 11, c'était un Klinefelter pour lequel on pouvait considérer que c'était un incidental findings. Et enfin, le cas numéro 13, c'était une trisomie 18 en mosaïque, avec de mémoire un peu moins de 15% de mosaïque qui avait été retrouvée, et alors que le karyotype avait été, lui, retrouvé du coup anormal, et l'ACPA, du coup, n'avait pas identifié cette mosaïque. Donc les limites de cette étude, c'est un échantillon représentatif de la population, de petite taille, une étude rétrospective, finalement, tout un peu les défauts qu'il y avait déjà des études qui avaient été incluses dans la méta-analyse que je vous ai présentée. On n'avait pas d'infos sur les retards de croissance qui avaient été adressés, qui auraient dû être adressés dans un PDPN, mais qui ne l'a pas été. On sait qu'il y avait eu des variabilités des pratiques entre les centres, en termes de karyotype ou ACPA, et en termes de technique et de résolution, et qu'on avait seulement finalement qu'un seul cas avec un diagnostic de retard de croissance après 32 semaines, et pour lequel un CNV avait été découvert à l'ACPA. Juste là, j'ai voulu regarder, parce que je n'ai pas trop de connaissances sur l'ACPA, quel était l'apport de l'ACPA dans d'autres indications que le retard de croissance isolé. Pour rappel, on est autour de 4% pour un RCU isolé, et puis vous voyez 10% quand un RCU est associé à une anomalie structure, c'est tous des résultats de sortie de méta-analyse. 5% pour les hyperclartés nucales, 9% pour les syndromes polymalformatifs. Et puis, c'est intéressant, c'est le dernier point. Lorsqu'il n'y a pas d'anomalie échographique et on fait une ACPA chez des femmes qui avaient une anxiété ou un âge maternel avancé, on était autour de 1,7%. Donc finalement, un apport assez substantiel de l'ACPA en cas de RCU isolé. Donc pour conclure, l'ACPA permet environ de détecter 4% d'anomalies génétiques non détectables par le karyotype. En termes de VUS, selon les études, entre 0 et 7% de VUS retrouvés en cas de RCU isolé. Je crois qu'il faut qu'on continue à poursuivre les recherches sur ACPA et RCU isolé avec des dizaines d'études plus robustes, notamment avec des RCU après 32 semaines, et vérifier que l'ACPA a un apport chez ces fœtus-là. Et enfin, je crois que ça, c'est une phrase un peu bateau, mais sur l'ACPA et pas forcément que sur le retard de croissance. Je crois qu'aujourd'hui, le challenge de l'ACPA, c'est de maximiser la détection des CNV tout en limitant les VUS. Ça dépend des plateformes utilisées et des résolutions de l'ACPA. Il faut prélever les parents et surtout bien suivre les enfants et mettre à jour les bases de données. Une étude dans le New England avait montré qu'au moment de l'étude, ils avaient 3,4% de VUS, et 5 ans après, au moment de la publication de leurs résultats, on en retrouvait moitié moins avec des VUS. Et puis voilà, du coup, j'en profite juste pour remercier tous les gens qui nous ont aidés pour l'étude d'ANRCU, parce que finalement, j'avais jamais pu présenter ces résultats à cause du Covid. Et donc voilà, j'en profite. Merci.
Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étude? Oui. Oui, première chose sur la définition du RCU. Vous avez pris un seuil inférieur au centile 10. Est-ce que vous aviez beaucoup de fœtus entre le centile 3 et le centile 10? Il y avait 80% de fœtus qui avaient un poids inférieur au 3e percentile. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 146 fœtus, finalement, à la fin, il y en avait 10% qui avaient un poids normal à la naissance, au-delà du 10e percentile. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous aviez mis un cut-off au niveau du terme de découverte du RCU? Parce que dans les anomalies, il y a beaucoup de RCU précoces, c'est attendu. Mais est-ce que vous aviez des ACPA qui étaient faites beaucoup plus tardivement? Non, on n'avait pas posé de seuil particulier sur l'âge gestationnel au dépistage. Au contraire, on aurait aimé avoir plus de RCU dépistés après 32 semaines et pour lesquels une ACPA avait été réalisée. Parce que c'est ça qui manque surtout quand on fait la revue de la littérature, mais on n'en avait pas beaucoup. Mais je pense que si aujourd'hui on referait l'étude, aujourd'hui, maintenant que l'ACPA est rentré quasiment en routine, dès lors que vous faites un prélèvement invasif, je pense que le recrutement serait beaucoup plus facile et on aurait beaucoup plus de RCE isolés, de taille d'échantillon, sur la même période d'inclusion. Merci. J'avais une question. Dans le diagramme de flux, il y avait 427 fœtus qui n'ont pas été prélevés. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Pourquoi finalement ils n'ont pas bénéficié de prélèvement, ces mamans? Oui, en fait, dans le papier, on les avait comparés, ces 427 fœtus au 146. En fait, c'était soit c'était finalement des RCU qui n'avaient pas été confirmés dans les CPDPN. C'était souvent des enfants qui avaient finalement un poids normal à naissance, des RCU qui avaient été dépistés plus tard, avec des RCU plutôt modérés et non sévères. Donc vraiment des caractéristiques très, très, très différentes. Puis il y avait également des situations où les couples n'avaient pas souhaité aussi de prélèvement invasif, évidemment. Très bien, merci. Moi, c'était aussi une question par rapport à la définition du retard de croissance. Est-ce que vous avez trouvé des ACPA pathologiques dans les retards de croissance entre le 3e et le 10e, ou bien ils étaient du coup tous inférieurs au 3e? Alors de mémoire, je crois qu'il y en avait que, sur les 11 cas, je crois qu'il y en avait un seul qui avait un poids, enfin RCU modéré. Sinon, tout le reste était des RCU sévères. Merci beaucoup Isabelle. On va continuer pour ne pas prendre de retard sur la session de ce matin. On va accueillir Emeline Maisonneuve qui va nous parler des traitements dans les formes sévères d'allonisation fœtomaternelle érythrocytaire. On te laisse la parole, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de parler de ce projet de recherche sur les immunoglobulines polyvalentes pour traiter les alloinisations érythrocytaires très sévères. Donc, comme vous le savez, parfois on est confronté à des patientes qui ont des alloinisations très sévères avec des antécédents de mort fœtale in utero ou de décès périnatal. Et les données de la littérature, en particulier l'étude de Svirs, ont montré que lorsqu'on réalise une transfusion in utero avant 20 semaines, le risque de perte fœtale par procédure est très élevé, à 8%, et comparé après 20 semaines, à 0,9% de perte fœtale par procédure. Effectivement, on sait très bien qu'avant 20 semaines, le cordon est très petit et tous les gestes invasifs au niveau du cordon sont beaucoup plus difficiles techniquement. Et si on reporte par rapport au risque de procédure lorsqu'on fait une TU sur tout l'ensemble de la grossesse, il faut considérer que c'est 1,2% de complications et 0,6% de perte fœtale par procédure. Donc, quand on a des patientes qui ont des antécédents très lourds, il y en a parfois qui arrivent et qui ont eu 7 morts fœtales in utero sur des transfusions réalisées à l'étranger. C'est compliqué de les prendre en charge. Et donc, on peut leur proposer un intervalle entre les grossesses de plus de 2 ans pour mettre au repos leur système immunitaire et faire baisser leurs anticorps. Mais ces patientes qui ont eu des pertes fœtales, elles ne veulent surtout pas attendre 2 ans avant de recommencer une grossesse. Donc les autres possibilités, c'est les traitements immunomodulateurs pendant la grossesse. En particulier, il y a les échanges plasmatiques, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Les immunoglobulines polyvalentes, mais c'est très cher. Et il y a aussi un nouvel anticorps monoclonal, dont je vais vous parler à la fin, le nipocalimab. Donc les immunoglobulines polyvalentes, c'est un produit dérivé du sang qui est obtenu à partir d'un pool de plasma et qui contient des IgG polyvalentes. Et donc l'effet immunomodulateur sur les alloimmunisations érythrocytaires, en fait, on ne sait pas exactement
on sait qu'il est multifactoriel. On sait qu'il intervient au niveau de la demi-vie des immunoglobulines, qui a aussi un effet de dilution sur les anticorps maternels. Il y a un effet immunomodulateur sur les lymphocytes B, une action anti-idiopathique. Et puis, on sait aussi qu'ils vont saturer les récepteurs FcRn qui permettent le transport des immunoglobulines à travers le placenta. Donc, il y a un effet, ça diminue le transfert des anticorps maternels au niveau du placenta. Et il y a aussi un effet au niveau fœtal, dans la circulation du fœtus, et ça diminue l'hémolyse au niveau fœtal. Donc, dans la littérature, les immunoglobulines ont été décrites depuis une trentaine d'années, mais il n'y avait que des séries rétrospectives qui n'avaient vraiment pas beaucoup de valeur. Et la première étude de plus haut niveau scientifique, c'était une étude conduite par les Hollandais, c'était une étude multicentrique cas témoins, où ils avaient comparé 24 patientes traitées par immunoglobulines à 28 témoins non traités par immunoglobulines, et ils n'avaient pas retrouvé d'effet significatif quand ils prenaient leurs patients dans leur globalité. Ils avaient montré que ça décalait de 4 jours et ce n'était pas significatif. Mais dans leur étude, il y avait des limites méthodologiques, c'est-à-dire que comme c'était multicentrique, il y avait des schémas thérapeutiques différents avec des immunoglobulines commencées à différents moments de la grossesse, des doses différentes, parfois c'est associé au plasmaphérèse. Et puis, en fait, ils avaient fait quand même une étude de sensibilité. Ils avaient montré que quand ils prenaient les patientes qui ont eu des immunoglobulines avant 13 semaines d'aménorrhée, là, il y avait un effet significatif pour décaler la gestationnelle de la première transfusion in utero. Donc, ils confirmaient qu'il y avait peut-être un problème de puissance et qu'il y avait peut-être un bénéfice potentiel des immunoglobulines. Donc nous, on était déçus de ne pas avoir participé à cette étude multicentrique parce que peut-être qu'on aurait obtenu un résultat significatif. Donc on a fait une étude rétrospective cas témoins à partir des données du CNRHP. Donc on a étudié toutes les patientes qui avaient des aluminisations très sévères. Donc le trait, c'est important parce que les aluminisations sévères, c'est celles qui ont un taux d'anticorps supérieur à un titre à 1/16e ou 250 unités CHP. Ça, c'est celles qu'on surveille parce qu'il y a un risque d'anémie fœtale et de transfusion in utero. Mais les aluminisations érythrocytaires très sévères, c'est celles qui ont comme un antécédent de grossesse qui a été marqué par une transfusion in utero avant 24 semaines d'aménorrhée et ou une mort fœtale in utero et ou un décès périnatal lié directement à l'aluminisation sévère. Il faut aussi qu'il y ait au niveau biologique un dosage des anticorps très élevé, supérieur à 750 unités CHP, et évidemment une incompatibilité fœto-maternelle. Donc on a réalisé une étude cas témoins. En fait, les témoins, c'était une cohorte historique, donc non traitée par immunoglobuline. Et les cas, c'était les patientes traitées par immunoglobuline à partir de 2012, parce que pour nous, on a commencé à instaurer cette procédure dès 2012, avec une dose de 1 g par kilo par semaine. Donc on traitait les patientes à partir de 11 semaines d'aménorrhée, sans dépasser 13 semaines, et on poursuivait les immunoglobulines hebdomadaires jusqu'à la première transfusion in utero. Et s'il n'y avait pas de transfusion in utero, jusqu'à l'accouchement. On pouvait inclure tout type d'anticorps, anti-grand D, anti-KEL ou anti-petit C. Et puis on a exclu les gémellaires, les malformations congénitales. Donc notre objectif, c'était d'étudier l'efficacité des immunoglobulines pour décaler la gestationnelle de la première transfusion, donc de dépasser 20 semaines d'aménorrhée, parce qu'on a vu que dans la littérature, les TU avant 20 semaines d'aménorrhée, il y avait 10 fois plus de complications. Et puis, les objectifs secondaires, c'était de voir de combien de jours ça décalait la première transfusion, voir si on avait plus de naissances vivantes après 34 semaines, voir si ça diminuait le nombre de TU par grossesse. Et donc, vous voyez sur le diagramme de flux, donc entre 2005 et 2020, parmi les 2145 fœtus qui ont été suivis parce qu'il y avait des aluminisations sévères, il y en a eu 352 qui ont eu au moins une transfusion in utero. Et parmi ceux-ci, il y en avait 45 qui répondaient aux critères dont je vous ai parlé d'aluminisation très sévère, avec les antécédents de mort fœtale, etc. Et donc, on a pu comparer 21 patientes qui n'avaient pas reçu d'immunoglobuline pendant la grossesse versus 24, enfin après on avait plus de 20 patientes qui avaient eu des immunoglobulines pendant la grossesse, parce qu'il y avait eu une fausse couche, une IMG pour trisomie 21, etc. Et donc, voici les résultats. Donc, déjà, quand on regarde les caractéristiques des deux groupes, on voyait que c'était comparable. Il y avait les mêmes caractéristiques immuno-hémato et puis obstétricales.
Et puis, pour nos résultats, donc là, vous avez les résultats des patientes, les 21 qui n'ont pas eu d'immunoglobuline sur la première colonne, et là, celles qui ont eu les immunoglobulines polyvalentes. Donc, à chaque fois, le schéma, c'est peut-être un peu compliqué, mais on compare chaque grossesse par rapport à la précédente. Donc, une patiente qui a eu des immunoglobulines, on regarde de combien ça a décalé la première TU par rapport à sa grossesse précédente sans immunoglobuline. Et celles qui n'ont pas eu d'immunoglobuline, pareil, on compare l'issue de la grossesse par rapport à sa grossesse précédente sans immunoglobuline. Et donc, les résultats de l'étude, on a pu montrer qu'avec les immunoglobulines polyvalentes, il y avait 90% de TU qui étaient réalisés après 20 semaines, alors que sans immunoglobuline, c'était 71%, donc on n'avait pas de différence significative. Mais en revanche, quand on comparait le décalage de la première TU de 2 semaines par rapport à la grossesse précédente, il y en avait 69% dans le groupe avec immunoglobuline versus 18% dans le groupe sans immunoglobuline. Si on essayait de quantifier de combien ça décalait la première TU, ça décalait la première TU de 24 jours par rapport à la grossesse précédente. Et puis, si on voulait avoir un critère plus clinique, plus important pour les patientes, quand on comparait le fait de décaler de 2 semaines par rapport à la grossesse précédente et d'avoir une naissance vivante après 28 semaines, on pouvait l'obtenir dans 63% des cas avec immunoglobuline versus 18% sans immunoglobuline. Donc, on avait des résultats significatifs, sauf pour le fait de décaler la première TU avant 20 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare l'évolution des taux d'anticorps maternels sous immunoglobuline, on voyait que ça diminuait de 43% le taux d'anticorps par rapport au début de la grossesse, alors que dans une évolution normale de grossesse, le taux d'anticorps il a plutôt tendance à augmenter. Il augmente de 35%. Donc du coup, ça met en évidence l'effet de dilution des immunoglobulines. Ça, c'est juste pour montrer l'évolution entre l'âge gestationnel à la grossesse précédente sans immunoglobuline. On voit que ça a une petite tendance plutôt à diminuer. Et puis, avec immunoglobuline, la gestationnelle à la première TU, il augmente. Et il y avait 2 grossesses où il n'y a pas eu du tout besoin d'immunoglobuline, alors qu'elles avaient eu des grossesses avec genre 5 ou 6 transfusions à la grossesse précédente. Elles ont pu tenir jusqu'à 37 semaines sans immunoglobuline. Donc, sans transfusion, excusez-moi. Donc, par rapport à cette étude rétrospective, on a montré que les immunoglobulines avaient décalé significativement de 24 jours la gestationnelle de la première TIU, mais on n'avait pas de différence significative pour notre critère de jugement principal. Et donc, on a un faible niveau de preuve, parce que c'est une étude cas témoin. Et donc, nous, on est persuadés, au CNRHP, que les immunoglobulines ont vraiment un intérêt pour décaler l'âge gestationnel de la première TIU, mais comme ça a un coût très élevé et il y a souvent des tensions d'approvisionnement, on pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir des preuves plus solides au niveau scientifique pour pouvoir démontrer qu'on peut utiliser les immunoglobulines. Et donc, on aimerait réaliser un essai multicentrique. Donc, initialement, on voulait faire un essai qui nécessitait peu de patientes, parce que ça ne court pas les rues, les patientes qui ont des alloïnisations très sévères. Et puis, on ne peut pas faire d'études randomisées parce qu'on trouve que ce n'est pas éthique, vu que nous, on a l'impression que c'est efficace. Donc, initialement, on voulait faire un projet avec une étude interventionnelle avec un plan de Simon Minimax, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une première étape où on incluait peu de patientes. Donc, on avait calculé que pour la première étape, on pouvait inclure 10 patientes. Et si on avait plus de 3 succès des immunoglobulines, c'est-à-dire si on arrivait chez 3 patientes à décaler la gestationnelle de la première TU de plus de 2 semaines et avoir une naissance vivante après 28 semaines d'aménorrhée, on pouvait continuer et passer à la deuxième étape. Et là, si on avait au moins 9 patientes chez qui on avait un succès des immunoglobulines, ça veut dire qu'on pouvait inclure seulement 17 patientes pour prouver que les immunoglobulines étaient efficaces. Mais alors, du coup, quand on a essayé au début, on voulait soumettre un PHRC en 2020, et puis on voulait faire notre protocole d'immunoglobuline, donc commencer à partir de 11 semaines d'aménorrhée jusqu'à la première TU. Mais là, quand on a fait le calcul du coût, c'était, si on considère juste les cures d'immunoglobuline et qu'on traiterait 17 patientes qui pèsent 80 kg pendant leur grossesse et qu'on leur fait en moyenne 12 cures, parce qu'on commencerait en 11-12 semaines jusqu'à, on va dire, la première TU à 24 semaines, ça nous aurait fait un coût de 650 000 €, sans compter les flacons non utilisés, toutes les tubulures, les coûts d'hospitalisation. Et quand on avait voulu
déposé un PHRC en 2020. On avait demandé l'avis de l'URC. Il nous avait dit que ça allait jamais être accepté parce que c'était trop onéreux et qu'on ne pourrait pas avoir un financement de 1 200 000 pour cet essai. Donc, il nous avait proposé de faire des demandes auprès des labos pharmaceutiques, ce qui n'a pas abouti parce que, étant donné les tensions d'approvisionnement, on avait demandé au LFB, ils n'avaient pas voulu participer. Entre-temps, on avait répondu aux appels d'offres de l'ABM et puis de la Fédération des CPDPN. Donc, on avait pu obtenir avec ce projet de plan de Simon, ce projet de recherche clinique, on avait obtenu un financement de ces 2 appels d'offres. Et puis, donc on a revu avec Laurence Bérard de l'URC. Et puis, on sait qu'on ne peut pas faire ce projet de plan de Simon parce que c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas faire d'essai interventionnel, parce qu'on n'a pas le financement. Et donc, ce qu'on propose, c'est de faire une étude multicentrique prospective, donc où on inclurait les patientes selon les critères que je vous ai définis. Donc, les patientes qui ont eu des TIU avant 24 semaines à la grossesse précédente, et ou une mort fœtale in utero, et ou un décès périnatal en lien direct avec l'alloimmunisation. Le critère de jugement principal, ce serait de voir si on arrive à décaler la première TIU après 20 semaines. On a fait un nombre de sujets nécessaires à inclure, et ce serait 46. Et puis, un autre nombre de sujets, on l'a fait en prenant en compte les résultats publiés dans l'étude rétrospective. Et donc, si vous êtes d'accord, on aimerait faire cette étude multicentrique avec les patientes qui ont les critères des immunoglobulines. Alors après, parfois, les patientes, elles arrivent trop tard. Elles sont enceintes, elles arrivent à 15 semaines dans le centre. Donc, par exemple, celles-ci, ça serait des témoins parce qu'on ne peut pas leur offrir les immunoglobulines parce qu'après 13 semaines, on sait que ça n'a pas d'intérêt. Et alors moi, maintenant, je travaille en Suisse depuis presque 1 an. Donc, c'est Paul Maurice qui prend la relève de cette étude. Et donc, si jamais vous êtes d'accord pour participer, il faudrait appeler soit Jean-Marie Joannick, soit Paul Maurice, soit Bertrand Lafont, le sage-femme coordinateur du CNRHP. Et puis, on inclurait les patients sur REDCap et puis on utiliserait les financements pour la collecte de données. Vous n'avez plus le temps de répondre, malheureusement, parce qu'elle a passé 15 minutes. Merci de votre attention. C'était super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet passionnant et qui nous interpelle tous, parce que, voilà, on se pose tous la question, on est tous sûrs que ça fonctionne, je suis d'accord avec toi. Donc c'est juste qu'il faut qu'on arrive à le prouver. C'est un peu la problématique de ces cas assez rares, c'est qu'il faut avoir assez de patientes et puis il faut pouvoir avoir des financements. Je sais que certains d'entre vous ont déjà accepté de travailler avec Paul et Emeline sur ce sujet. La discussion était de savoir comment avoir ce financement d'immunoglobuline. Donc voilà, on va essayer avec les différents centres de trouver des solutions. Est-ce que vous avez des questions ? C'était extrêmement clair. Ouais. Bon, je parle de mon expérience en Belgique. Moi, j'ai vu qu'avant 20 semaines, parfois, on faisait des plasmaphérèses. Je ne sais pas si on fait ça ici en France ou pas. Et c'est une alternative? Est-ce que c'est comparable en termes de coût, en termes de compliance pour les patientes? Parce que c'est vrai qu'à la fin de la grossesse, on se retrouvait parfois avec une plasmaphérèse tous les 2-3 jours, pour certaines patientes avec des alloimmunisations sévères. Et voilà, je me demandais si vous le faisiez ici. La seule expérience de plasmaphérèse, c'est une patiente qui avait des anticorps anti-TJA, où il y avait en plus le risque de mort fœtale in utero, parce qu'il y a une action antitrophoblastique. Et effectivement, elle avait des plasmaphérèses 5 jours par semaine, aux soins intensifs à l'hôpital Tenon, plus des immunoglobulines 1 fois par semaine. Enfin, c'était hyper lourd, donc nous, on ne propose pas. Après ça, il faut un plateau technique qui permet de faire des plasmaphérèses, et puis les patientes, elles sont hospitalisées tous les jours, quoi. Enfin, quasiment, c'est compliqué. C'est pas trop une pratique. Merci pour ce topo et ce travail. Moi, j'avais une question aussi sur l'intervalle des grossesses. Oui. Vous parliez de 2 ans. Alors, pourquoi c'est pas 1 an? Pourquoi c'est pas 18 mois? Pourquoi c'est pas 3 ans? Ça repose sur quelles données, cet intervalle? Justement, c'est une bonne question. Ça repose sur les données de Anne Cortet, la pédiatre du CNRHP qui était là avant. Et justement, on devrait utiliser nos données pour voir si vraiment c'est tangible. En tout cas, le CHU de Bordeaux. Mais on voit parce que nous, on leur fait surveiller le taux d'anticorps tous les 6 mois pendant 2 ans, et on voit vraiment que ça diminue énormément à 2 ans. La première année,
Le temps que ça descende et que ça atteigne un taux Ok. correct. Donc, je vais appeler c'est Paul assez Maurice parce que nous, on est motivés, bien sûr, pour participer à cet essai. Mais en tout cas, si vous pouvez participer, c'est juste observationnel et il faut juste que votre hôpital accepte de payer les immunoglobulines, quoi. Merci beaucoup. On va passer au topo suivant avec Jeanne Sibud qui va nous présenter. Merci Jeanne. Angiopag, tu as un quart d'heure. 10 minutes, mais 10 minutes, ça pardon. sera suffisant. Bonjour, merci de m'avoir proposé de faire ce point d'étape sur Angiopag. Alors, je dis d'emblée que je ne vais pas pouvoir vous présenter les résultats puisqu'on vient de finir les inclusions. Mais c'est pour vous parler de cette étude et puis vous expliquer quel est le concept derrière l'étude. Donc, nous, on a voulu s'intéresser à l'apport du dosage du ratio SFLT1 sur PLGF pour le diagnostic étiologique des RCU. Donc, c'est une présentation qui va pas mal dans la continuité de celle d'Isabelle Monnier tout à l'heure. Et c'est un projet d'étude qui a été mis au point avec l'équipe de Port-Royal, et notamment Olivia Anselm et Vassil Tsattaris qui sont ici. Et on travaille avec Laurence Leuillet pour la partie anapath placentaire et avec le professeur Jean-Guy Bourdanche pour la partie biochimie hormonale. Et puis, il y a eu 3 centres qui ont participé, donc Antoine Béclair et Louis Maurier, où je travaille, moi, en plus de Port-Royal. Donc la problématique, je ne vais pas revenir très longtemps dessus parce que tout à l'heure, elle a été très bien décrite par Isabelle. Mais donc le PAG suspecté, c'est 5% des naissances et une grande partie d'entre eux, pas tous, on l'a vu tout à l'heure sur le flowchart aussi, seront adressés en consultation de référence pour discuter de l'étiologie de ce PAG ou RCU et décider de ce qu'on fait comme bilan étiologique. Donc, la prévalence des différentes étiologies des PAG, elle est variable selon les pratiques, les centres et ce qu'on considère comme étant un PAG où on met la limite du percentile, comme on disait tout à l'heure. Il y a quand même, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais une grande partie des PAG qui sont vus en anténatal qui sont vasculaires, même ceux qui sont adressés en centre de référence. Et donc, nous, c'est là qu'on a voulu se positionner. Donc ça, c'est le tableau duquel on a déjà parlé tout à l'heure. Parce que quand on est face à un couple chez qui on a fait ce diagnostic de PAG ou de retard de croissance en fonction des autres paramètres, eh bien, se pose la question de proposer une amniosynthèse ou pas. Et on sait que les pratiques sont extrêmement variées selon les centres. Comme on disait tout à l'heure, on ne va pas cocher des points et mettre un point pour ça, un point pour ça sur ce tableau pour et contre un prélèvement. Mais on va quand même envisager tous ces signes qu'on peut évaluer au moment de la consultation de diagnostic anténatal pour rechercher un faisceau d'arguments qui va nous dire, en fonction des bénéfices et des risques, si on conseille plutôt ou si on pense que l'amniosynthèse n'est pas forcément nécessaire. Et donc nous, notre question, c'était est-ce que le ratio SFLT1 sur PLGF, il peut s'intégrer quand il est pathologique et donc quand il serait plutôt en faveur de quelque chose de vasculaire dans la partie droite du tableau en défaveur d'un prélèvement. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est difficile de définir comment est le RCU vasculaire avec les méthodes diagnostiques actuelles. Nous, on a décidé de se baser sur la définition a posteriori sur les lésions placentaires et notamment sur les signes de malperfusion vasculaire maternelle qui ne sont pas 100% spécifiques et 100% sensibles dans le retard de croissance vasculaire, mais qui ont été mis au point par la conférence de consensus de 2016. Ce sont les critères d'Amsterdam, où il y a donc 3 types de lésions macroscopiques, l'hypotrophie placentaire, la présence d'infarctus et l'hématome décidual basal, et 3 types de lésions microscopiques, l'hypoplasie des villosités terminales, l'avance de maturation villositaire et l'artériopathie déciduale. Quand on est en prospectif, la méthode diagnostique, c'est en grande partie basée sur les dopplers des artères utérines, sur l'étude de l'index de résistance, de pulsatilité, présence des notches, et d'autres facteurs peuvent être, donc, comme je vous le disais, en faveur. Il faut savoir que parfois il y a d'authentiques dysfonctions placentaires alors qu'il n'y a pas d'anomalie Doppler. Donc c'était pour ça qu'on voulait évaluer un autre élément diagnostique pour le diagnostic étiologique. Le ratio dans le RCU, ça fait l'objet d'une autre présentation, mais il a été pas mal étudié en tant que facteur pronostic pour déterminer le risque d'extraction et surtout le délai jusqu'à l'extraction. Pas encore beaucoup en tant qu'outil diagnostique. Dans 2 études avant qu'on fasse
avant qu'on mette au point ce projet, et une autre qui est parue depuis. Donc les 2 précédentes, elles avaient fait en dépistage à 20-23 semaines pour prédire des lésions vasculaires placentaires. Il n'y avait que 10 patientes, vous voyez, mais il y en avait 7 qui étaient bien identifiées grâce au ratio. Et une autre qui était un peu plus importante, avec 122 retards de croissance. Et dans ces 122 retards de croissance, il y en avait 50% qui étaient vasculaires. Et là, il y avait une association significative sur un autre ratio, mais ils n'avaient pas étudié de sensibilité, de spécificité, de calcul de seuil qui pourrait être intéressant. Et donc, celle qui est parue l'an dernier, c'est une étude réalisée au Canada qui a inclus de manière rétrospective 130 PAG, mais qui avaient été diagnostiqués en anténatal, ça n'a pas été fait sur des poids de naissance, et qui ont pu mettre en évidence, là aussi, une association entre le PLGF, ils ont étudié que le PLGF, et certaines autres caractéristiques échographiques plutôt en faveur de quelque chose de vasculaire. De manière intéressante, on voit qu'il n'y a pas d'association, c'est ici, entre le PLGF et les caractéristiques, notamment l'indice de pulsatilité des artères utérines. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on va vouloir évaluer aussi, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. En revanche, ils ont pu mettre en évidence ici une R sous la courbe à 0,79 pour la prédiction des lésions vasculaires placentaires du PLGF qui avait été dosé, donc évidemment, en anténatal. La limite, c'est qu'ils n'ont pas comparé avec les Doppler utérins, ce que nous, on voulait faire directement, et que, surtout, ce n'est pas une étude prospective. Et donc, il y a certains dosages qui ont été faits pas du tout au même moment que le diagnostic du PAG ou du retard de croissance, mais à des moments très divers. Donc nous, notre hypothèse, c'était que le profil des marqueurs différait selon que le retard de croissance était vasculaire ou pas vasculaire. Et donc notre objectif principal, c'est de déterminer les performances du ratio pour le diagnostic sur l'analyse placentaire, avec comme objectif secondaire la comparaison avec le Doppler utérin de manière particulière, et puis l'étude de la valeur de la pente, puisque vous allez voir que nous, on a prélevé les patientes au moment de l'inclusion, quand elles consultaient au centre de diagnostic prénatal, et puis 15 jours après pour celles qui n'avaient pas accouché dans l'intervalle. Donc c'est une étude prospective interventionnelle à risque minime qu'on a fait dans les 3 centres que je vous ai cités tout à l'heure, et le recrutement a eu lieu quasi exclusivement en consultation de diagnostic anténatal, mais parfois aussi en service de grossesse à haut risque où avaient lieu les discussions sur l'étiologie du retard de croissance. Et donc on a reçu un financement de la Fédération des CPDPN, que je remercie. On a inclus toutes les femmes enceintes de plus de 18 ans avec un terme entre 22 et jusqu'à 34+6, avec une date de début de grossesse qui avait été bien confirmée, qui est consultée dans les 3 centres, et on a retenu comme seuil d'inclusion le 5e percentile sur les courbes CFEF. Voilà. De l'EPF, pas du périmètre abdominal. On a exclu les grossesses multiples, les anomalies morphologiques, comme dans toutes les études sur l'étiologie du retard de croissance, les patientes qui avaient une prééclampsie avérée au moment de la visite d'inclusion, parce qu'on a considéré que ce n'était pas la bonne population d'études. En revanche, une patiente qui avait une HTA chronique était éligible, une patiente qui avait une croix à la bandelette mais pas d'hypertension pouvait être éligible. Et on a exclu aussi les choses qui pouvaient perturber le ratio. Donc là, ce n'est pas tellement sur le concept de l'étiologie, mais il y a, effectivement, quand il y a certaines maladies auto-immunes, ça peut perturber parfois le ratio. Notre critère de jugement principal, c'est le caractère vasculaire versus non vasculaire sur l'analyse placentaire avec les critères d'Amsterdam qu'on a recueillis. Et donc la variable d'intérêt principale, c'était le dosage, évidemment. Et je vous dis, on avait aussi comme autre critère diagnostique pour comparaison les Doppler utérins et puis la pente du ratio. Donc ce qu'on va faire, c'est des analyses de performance, parce que c'est l'analyse d'une performance d'un test, sensibilité, spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives. On s'est basé sur ce qu'il y avait comme étude jusque-là. On attendait une sensibilité de 70%, et donc on va pouvoir savoir si on a effectivement cette sensibilité de 70%. Et puis on va pouvoir essayer de rechercher un seuil qui permet le seuil optimal pour pouvoir déterminer si ça apporte une amélioration diagnostique, et faire des calculs d'air sous la courbe et comparer les airs sous la courbe entre la valeur des Doppler utérins. Donc voilà, c'est ma dernière diapo, je crois. On a fini les inclusions en février 2022, et la dernière patiente a accouché la fin avril, donc pour qu'on puisse analyser son placenta. Finalement, on a inclus 158 patientes au lieu des 152 prévues initialement, parce qu'on a eu, comme dit, la principale difficulté qu'on a rencontrée, c'est des patientes qui ont consulté dans notre centre de diagnostic prénatal puis qui finalement ont accouché ailleurs,
parfois pour des transferts pour rapprochement de domicile ou des choses comme ça, et pour lesquels on n'a pas pu avoir le placenta, pour certaines d'entre elles. Après, on a pu récupérer des placentas aussi de patientes qui avaient accouché ailleurs, mais pas toutes. Et donc, on a prévu de relire l'ensemble, en aveugle du ratio, évidemment, l'ensemble des comptes rendus de placenta pour pouvoir déterminer notre critère de jugement principal. Et donc, j'espère pouvoir vous présenter bientôt les résultats. Et je vous remercie, et je remercie encore la FFCT-DPM. On est parfaitement dans les temps. Il y a peut-être la place pour une question. On a 3 minutes. Oui. Vous avez un micro ? Oui, bonjour. Je vous félicite pour votre étude parce que ça peut apporter une visibilité sur les PAG. Mais je suis quand même étonné de ne pas avoir entendu le mot tabac dans votre étude. Je suis étonné d'autant plus que, comme vous savez, le professeur Delcroix a présenté il y a déjà plusieurs années le rôle du tabac dans les hypotrophies, les PAG et RCI, jusqu'à 27% d'imputations liées au tabac. Et donc, dans votre population, les critères d'inclusion, d'exclusion, je n'ai pas entendu le mot tabac. Je suis un peu étonné. Merci pour votre remarque. On n'a pas considéré que le tabagisme, c'est sûr que c'est un facteur de risque important de petit poids pour la gestationnelle, évidemment. Et c'est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte quand on évalue l'étiologie. Mais on ne l'a pas considéré comme un facteur d'exclusion parce qu'une patiente tabagique, elle peut avoir un retard de croissance vasculaire comme elle peut avoir un retard de croissance non vasculaire. Donc on l'a recueilli évidemment comme une variable qu'on va pouvoir analyser comme un facteur de confusion. On va aussi peut-être pouvoir voir s'il y a des interactions entre le ratio et le tabagisme. Mais en tout cas, on ne l'a pas considéré comme un facteur d'inclusion ni d'exclusion, mais on a bien sûr recueilli cette variable. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce travail qui évidemment nous intéresse tous et qui est passionnant. La seule petite limite que je vois comme ça intuitivement pour faire un petit peu comme ça à la hussarde des ratios sur des placentas qui ne seraient pas étiquetés vasculaires automatiquement, pour laquelle on a une cause, c'est qu'en fait quand le placenta est quand même petit, quand le bébé est quand même petit, le placenta il a quand même, même si la cause n'est pas au sens propre du terme placentaire tel qu'on le définit dans la physiopathologie, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même dans cette restriction placentaire quand même une dimension mixte qui associe à la fois une cause dite non vasculaire, les Doppler rétiniens sont normaux, on retrouve éventuellement une anomalie autre que la dysfonction placentaire, et pourtant on a des ratios qui ne sont pas normaux. Et donc la seule limite d'interprétation qu'on a, c'est finalement quels seront les placentas qui ne dysfonctionnent pas, qui ont un retard de croissance. Et peut-être qu'on aura ces 3 zones, c'est-à-dire la zone vraiment vasculaire, la zone vraiment non vasculaire, et puis une grosse partie qui sera un petit peu mixte sur le dysfonctionnement placentaire. Et ça, je pense que ton étude va nous apporter ces renseignements qui seront extrêmement utiles, et pour lesquels je ne suis pas sûr que ce marqueur-là, des fois, nous aide parce qu'on va être en difficulté. Mais peut-être qu'effectivement, il y aura une différence entre le ratio et peut-être le PLGF. Je ne sais pas. Enfin, tu nous apporteras beaucoup de renseignements et c'est extrêmement intéressant. Merci Norbert. C'est sûr qu'on imagine bien, enfin moi aussi j'imagine bien en voyant les travaux sur le PLGF seul d'un côté, le ratio, qu'on ne va pas avoir un cut-off magique où là, tout le monde a une maladie vasculaire maternelle et en dessous, en revanche, c'est des PAC constitutionnels, c'est sûr, ou ce sont d'autres problèmes. Et on a bien vu que même dans le pronostic, il y a toute une zone floue de ce ratio qui semble être quand même un continuum. Donc, moi, je ne connais pas encore les résultats, mais ce qui est aussi intéressant là, c'est que les placentas, normalement, ont été tous classés selon les critères d'Amsterdam. Donc, on a le détail aussi des critères d'Amsterdam, y compris, par exemple, si on se retrouve avec des hypotrophies placentaires seules et pas d'artériopathie déciduale ou de choses qui sont encore beaucoup plus spécifiques de la maladie vasculaire maternelle. Donc on va peut-être pouvoir différencier un petit peu et apporter d'autres connaissances sur le placenta sans que ce soit forcément une implication clinique immédiate comme ce qu'on recherche. Mais quand tu as exclu la prééclampsie, tu as quand même gardé les HTA chroniques avec retard de croissance, oui, qui rentrent dans la nouvelle définition. Donc en fait, on s'est basé sur la définition française encore retenue, tout à fait. On n'en a pas énormément, mais on les a gardés, ouais. Vas-y, Gwenaël.
l'objectif pour nous, en tant que praticiens, ce serait de se dire, effectivement, si on arrive à montrer par ce test qu'on est probablement dans un cadre vasculaire, de se passer du coup d'un prélèvement invasif. Or, quand il y a une anomalie chromosomique, il y a souvent aussi des lésions placentaires, alors certes qui ne sont pas les mêmes, mais qui peut-être perturbent aussi ce résultat. Oui, absolument, donc c'est aussi ce qu'on voulait regarder. Ce qui veut dire que quand il y a eu un prélèvement invasif avec un karyotype, on a recueilli les résultats et qu'à la naissance, on a aussi recueilli l'état néonatal et la découverte d'anomalies, ce qu'on n'a pas eu dans les cas en l'occurrence, ça pour le coup je le sais, mais on a recueilli tout ça parce que on ne veut pas que ce soit un travers de dire eh bien là le PLGF est effondré, donc il n'y a pas besoin de faire un karyotype, si en fait on se rend compte que par exemple les trisomiques 18 ils ont un PLGF effondré et au contraire on va se mettre à faire des bêtises, donc c'est là l'objectif aussi de cette étude. Alors moi je te fais juste une petite remarque par rapport à ma spécificité, c'est que mes patientes drépano, elles ont un ratio qui est élevé de façon permanente pendant toute la grossesse. Elles ont des placentas comme les RCU et elles ont des bébés qui ont une croissance normale. Donc il faudra qu'on compare parce que je pense qu'il y aura quelque chose à regarder. Il n'y aura forcément pas que ça. Je pense qu'effectivement la courbe va être quelque chose d'intéressant, mais le ratio en lui-même, il faudra faire attention comment on l'utilise parce que sur des patientes pathologiques qui arrivent à avoir une croissance normale, certainement qu'il n'y a pas que ces paramètres-là qui jouent. Et donc voilà. Et aussi merci, merci beaucoup. On va accueillir, ravi d'accueillir le professeur Sananès qui va nous parler de son étude de Smart Feto. J'en profite juste pour rappeler que les 2 dernières études étaient financées par la fédération qui est présidée par Olivier Picone et qui nous rappelle qu'il va y avoir bientôt l'appel d'offres pour les prochaines études. Donc n'hésitez pas à lui envoyer vos projets pour être financés. Et voilà. Il y aura des précisions qui vous seront envoyées. Merci Nicolas, on te laisse la parole. Merci à toi, merci à vous. Bonjour à tous et merci Véronique de m'avoir proposé de présenter l'état d'avancement du développement du ballonnet que nous développons à Strasbourg et que nous avons appelé Smart Théo de façon très humble. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt, enfin en tout cas pas financier, je suis le principal co-inventeur, mais la propriété et l'exploitation du brevet sont à BSMTI, c'est l'entreprise qui s'occupe de développer ce ballonnet. Voilà, donc je ne vais pas finir milliardaire, malheureusement. Un mot quand même sur l'occlusion trachéale fétale avant de parler du ballonnet, ce d'autant que je ne crois pas qu'on ait présenté les résultats des 2 essais randomisés qui ont lieu depuis maintenant une dizaine d'années sur les hernies sévères et les hernies modérées qui ont été publiés l'an dernier, en juin. Je vous rappelle ces 2 essais quand même hors normes, énormes essais internationaux sur une pathologie rare en prénatal, un bras pour les hernies sévères où la féto se faisait entre 27 et 30 semaines d'aménorrhée et un bras sur les hernies modérées où la féto se faisait plus tard entre 30 et 32 ou 33, avec de toute façon une ablation du ballonnet au plus tard à 34 semaines et avec une prise en charge postnatale standardisée. C'est une diapositive d'Alexandra, je la remercie, de même que pour cette diapositive, qui est la diapo résumée des résultats. Et ce que l'on peut voir, c'est que dans les cas de hernie sévère, la pose d'un ballonnet en prénatal permet d'améliorer de façon significative la survie. Et vous voyez qu'on passe d'une survie, donc sévère, qui est très faible, de 15% à 40%, et c'est significatif. Et dans les hernies modérées, il y a 13 points de survie en plus, mais vous voyez qu'on n'est pas tout à fait significatif avec un intervalle de confiance du risque relatif qui inclut 1. Ce qui est significatif en revanche, c'est qu'il y a, que ce soit dans l'hypoplasie sévère ou la modérée, plus de risque de rupture prématurée des membranes et de prématuré au final. Un article intéressant qui est paru un petit peu plus tard, c'est en fait une analyse poolée de toutes ces données-là. Alors, il y a 3 pages sur la méthodologie et Yann Deprest lui-même me dit qu'il n'a pas compris. Mais globalement, je vous explique un petit peu ce diagramme qui est intéressant. C'est là, en rouge, vous avez toutes les patientes qui ont eu une expectative, donc c'est le groupe contrôle, pas de ballonnet.
Et vous avez ici, donc en abscisse, là c'est le LHR, et là la survie. Donc en bleu, c'est dans le groupe celles qui ont eu une phéto tardive. Et donc vous voyez que ici, on a toutes leurs données, mais tout ce qui est entre 15 et 25 de LHR, en fait, comme c'était le groupe tardif, donc les modérés, c'est des données qui ne sont pas réelles, c'est des données qui sont calculées, d'où les pointillés. Et pareil pour celles qui ont eu une phéto plus précoce, c'est les cas sévères, donc on a ici les données, et là, c'est des données calculées. Et donc, ce que l'on peut dire, en fait, sur ce diagramme, et c'est le résultat de cette étude sur les données poolées, c'est que, finalement, quel que soit le LHR, donc quelle que soit l'importance de l'hypoplasie pulmonaire, il y a un bénéfice à la phéto, donc en fait même dans les formes modérées. Et le deuxième message, c'est finalement plus on pose tôt le ballon, et c'est assez logique, il y a d'autres études qui l'ont montré, plus on permet d'avoir un effet bénéfique sur la croissance pulmonaire. Donc en résumé, la phéto améliore très clairement la survie dans les hernies sévères et sans doute améliore la survie dans les hernies modérées. Et la question qu'il y a actuellement au niveau clinique, c'est de poser dans les hernies modérées le ballonnet un petit peu plus tôt que ce qui a été fait pour ces études, donc un petit peu plus tôt que 30 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est pour la pose du ballonnet. Maintenant, la question ici, c'est celle de l'unplug qui, vous savez, doit être autant que possible anténatal, parce que quand on le fait en anténatal, ça permet d'améliorer la maturation pulmonaire et la sécrétion de surfactants par les pneumocytes 2, et puis évidemment la prise en charge néonatale qui est facilitée. Et je pense que vous connaissez toutes les problématiques liées à l'unplug, notamment que ça ne peut être fait que dans un centre de référence, ce qui implique, puisqu'il y a quand même une certaine proportion des cas où c'est fait en urgence, ça implique que les patientes restent pendant toute la durée de l'occlusion autour d'un centre de référence. Donc on habite Toulouse, on a 3 enfants, et puis on va aller à Paris, on reste à Paris pendant 6 semaines. Et on comprend que ça limite quand même la diffusion de la technique qui devrait être en tout cas un standard dans les propositions de soins, au moins pour les hernies sévères. Et puis au-delà de ça, c'est parfois difficilement ou pas réalisable. Il y a une morbidité liée à la procédure et notamment, et on a vu que c'était un des problèmes, en termes de prématurité. D'où l'idée de développer un nouveau ballonnet qui permette, voilà, ça c'est le cahier des charges, une occlusion réversible, simple et commandée à distance. Voilà le prototype final. Globalement, c'est les mêmes dimensions que le ballonnet qui est utilisé actuellement, qui est d'ailleurs utilisé en off-label, c'est un ballonnet de chirurgie vasculaire. Et vous voyez ici un tube métallique, cylindrique, et la petite innovation, disons, c'est qu'il y a à l'intérieur du ballonnet, qui est libre dans le ballonnet, une petite bille aimantée, c'est une bille de 1 mm. Et donc, à l'état de base, la petite bille, comme il y a la force magnétique, elle est contre le petit tube cylindrique, et quand on va gonfler le ballonnet, en fait, la pression hydraulique va faire que la petite bille va se déplacer, et on peut donc remplir le ballonnet. Et quand on a fini de remplir, la petite bille va retourner contre le tube cylindrique, et ça va occlure en fait cette sorte de valve, et le ballonnet est imperméable. Et ensuite, l'idée, c'est que pour vider ce ballonnet, il suffit d'approcher un aimant. La petite bille est attirée en dehors du tube cylindrique et le ballonnet se vide instantanément. Et on ne va pas venir avec des petits aimants comme ça autour de la patiente, mais l'idée, c'est d'utiliser le champ magnétique d'une IRM, puisque vous savez que l'IRM, c'est en fait un grand électroaimant avec un champ de fuite magnétique autour qui est très important. Et je vous montre là une vidéo de David Basurto, qui est un fellow de Yann Deprest qui a beaucoup travaillé sur le ballonnet. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui parce que cet après-midi, il passe sa thèse de science et tout son travail, ça a été de développer le ballonnet. Et alors, vous savez que quand on s'approche d'une IRM, le champ magnétique fait que
l'appareil, le téléphone, là, il risque de devenir flingué, en fait, tellement le champ est fort. Eh bien, il a pris tous les risques pour faire cette vidéo, donc que je vous montre avec plaisir. Son iPhone a résisté. On s'approche du tube cylindrique, paf, le truc se vide instantanément. Et vous voyez cependant, et ça arrive justement dans certains cas, que ça ne se vide pas complètement. D'où l'intérêt de faire le tour autour de l'IRM. En fait, il y a un pôle plus, un pôle moins, et la polarisation-dépolarisation va faire que, dans tous les cas, le ballonnet finit par se vider complètement. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Alors, et donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu tous les développements toutes les études en fait qu'on a fait sur ce ballonnet, mais je vais essayer de le faire assez rapidement. Et en l'occurrence, beaucoup de ces travaux ont été faits en collaboration avec Louvain et avec David, que vous voyez ici. Premier test sur simulateur. Vous avez ici un mannequin qui mime un fœtus de 28 semaines, dans lequel, en fait, on fait une procédure féto, donc on lui met un petit ballonnet dans la trachée, et ensuite, pour mimer la poche des os, on le met dans un sac. En réalité, c'est un préservatif, hein, c'est incroyable, avec du liquide à l'intérieur, et David, il va porter le fœtus selon différents angles, à différentes hauteurs, pour mimer finalement comment le bébé peut être positionné et les différentes tailles de patientes, et puis il va faire religieusement le tour de l'IRM. Dans tous les cas, on a pu obtenir 100% de vidange du ballonnet. Il y a eu aussi une série d'études chez la brebis pour évaluer l'efficacité sur la croissance pulmonaire et la sécurité. Et donc, je passe assez rapidement, mais il y a des études histologiques pour regarder comment les poumons pouvaient grandir grâce à l'occlusion trachéale. Il fallait vérifier quand même que le ballonnet permettait de faire grossir les poumons au moins autant que l'ancien ballonnet, enfin l'ancien encore un petit peu présent. Et puis, il y avait aussi des études histologiques avec des scores histologiques au niveau du ballonnet, au-dessus, en dessous, pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire trop important. Et la brebis, hop, quand même, ça c'est irrésistible. Le petit tour de l'IRM avec la brebis. Voilà. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. J'étais très à l'aise. On a fait aussi à Strasbourg avec Anne-Sophie Van Gartner des travaux chez le singe. Là, c'est pour évaluer la faisabilité, parce que l'avantage du modèle du singe, non seulement l'anatomie est très proche de l'humain, à part la moustache que les fœtus ont déjà, mais aussi on utilise exactement la même instrumentation, on fait la fœtoscopie de la même manière. Voilà. Donc on a posé 4 ballonnets. Là, vous avez une fœtoscopie chez le singe. C'est un macaque. Là, c'est son profil. Là, on voit ses petites mains. On est en train de tourner à 180 degrés pour arriver ici. Là, c'est la langue, la laisse supérieure. Donc, on voit la petite moustache. Et on rentre comme dans une phéto. Voilà. Donc je vous parlais d'Anne-Sophie, mais je vous dire aussi une pensée pour notre maître Romain Favre, sans qui ça n'aurait pas été possible. On avance, on voit bien le voile du palais, les papilles de la base de la langue, on continue à progresser. Et on arrive là, l'épiglotte, les cordes vocales, et donc on passe à la base des cordes vocales pour entrer dans la trachée, où on va pouvoir poser le ballonnet. Et donc là, on a posé plusieurs ballonnets, et ensuite, une semaine après, parce qu'on ne pouvait pas attendre autant chez le singe, hein, la grossesse dure 165 jours, on prend le singe et on va lui faire un petit tour de piste, hop, autour de l'appareil des IRM. Là, il n'y a pas de vidéo, moi je n'ai pas voulu prendre le risque avec mon téléphone. Et suite à ça, on fait donc une radio. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'une fois que le ballonnet se vide, il y a une telle pression qui règne dans les poumons, et puis il y a les mouvements respiratoires, c'est que le ballonnet vide va être recraché dans la poche des os. Et là, vous avez en fait la colonne maternelle, là c'est la tête fœtale, le rachis fœtal, et vous avez ici le ballonnet qui est à l'extérieur du fœtus. Et vient maintenant le temps de la première étude chez la femme, qui est faite en collaboration entre Paris
et Louvain. À Paris, on a eu avec Alexandra Benaki et Anne-Gaëlle Cordier un financement CRC à PHP, et il y a une étude qui se passe également en même temps à Louvain. Il y a 40 patientes à inclure. On a commencé l'été dernier, et donc en gros 20 patientes dans chaque centre. On a déjà posé 7 ballonnets à Paris. Un 8e devrait être posé cet après-midi. Et je vous montre le petit tour de piste de la première patiente qu'on a fait donc à Paris aussi. Petite émotion quand j'en ai cette dame-là. On arrive, elle va mettre son ventre vraiment devant le tunnel. Là, c'est le moment le plus dangereux de la procédure. Je ne suis pas certain que ce soit moins morbide qu'une chirurgie fœtale. Et ensuite, elle fait le tour de l'IRM en gardant le ventre très proche du tunnel, tout le long. Et on finit le petit tour. Comme j'étais un peu stressé, je lui ai demandé quand même de remettre encore son ventre devant le tunnel pour être sûr. Non, le pire, c'est que j'ai failli lui demander de faire 2 tours tellement j'étais stressé. Je lui ai dit, mais non, c'est pas le protocole. Et donc, après ça, on fait une écho et en fait, on ne visualise plus le ballonnet qu'on voyait bien en prénatal avant. Et c'est vrai que c'est presque troublant de simplicité. Voilà, j'espère que ça va fonctionner, hein. L'idée, c'est que l'étude clinique finisse, si tout se passe bien, d'ici mi- ou fin 2023. Et que donc après on puisse obtenir le marquage CE en 2024, puis le FDA approval. Voilà, je remercie toutes les institutions qui ont permis ce projet d'exister, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, moi, j'ai la vidéo quand il tourne avec le macaque tout autour. Vous me demanderez si vous voulez. Non, franchement, voilà, pour nous, ça nous change la vie, ce ballonnet. On se dit vraiment que ça va limiter la prématurité parce qu'on ne fait pas le retrait, en fait. Donc, on va diminuer par 2, on espère. Donc, ça change vraiment tout. Donc, merci, Nicolas, de la part de tout le monde. Avec plaisir. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à part le prénom du macaque Elle avait plusieurs prénoms, c'est assez marrant. Il y a des Batwoman. Il y avait aussi Kojak, qui n'avait aucun poil. Non, ils ont toujours des prénoms assez exotiques. Moi, j'ai pas de question, mais j'ai une remarque. Je voudrais te féliciter. Je pense que toute la salle et tout le monde, la communauté de médecine fœtale, on est tous impressionnés par la qualité scientifique, parce que c'est un vrai travail de recherche qui part de travaux fondamentaux, même histologiques, puisqu'au début, il y a eu beaucoup de choses sur le plug, de l'expérimentation animale pour arriver à l'essai clinique. Donc, c'est remarquable au niveau scientifique, c'est remarquable pour le parcours de soins de nos patientes et pour la diminution du risque pour ces patientes. Et puis aussi, c'est remarquable parce qu'on aura enfin peut-être un produit qui sera vraiment designé pour la médecine fœtale, alors que jusqu'à présent, on utilise toujours des trucs qui n'ont pas l'AMM, qui n'ont pas d'autorisation pour les gestes qu'on pratique. Donc là, et puis quelque chose qui sera franco-belge. Donc bravo. Merci beaucoup, Véronique. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer du coup à la suite. Et on va appeler Véronique qui va nous parler des fiches que l'on remet à jour pour le CNGOF et pour les patientes. Merci Véronique. Alors en quelques minutes, ça va être très rapide. Je vais vous présenter la commission de médecine fœtale et puis les fiches d'information qu'on est en train de réaliser pour les patientes. Donc ça va être très basique après les travaux magnifiques que nous a présenté le professeur Sananès. Alors cette commission de médecine fœtale, elle a été mise en place... elle existe depuis un moment, mais là, c'est la nouvelle commission avec la nouvelle présidente. Elle est en lien avec la Fédération des CPDPN et la commission d'échographie aussi du CNGOF. On a essayé de représenter un maximum de régions, d'avoir un statut mixte entre les hospitaliers et les non-hospitaliers, et puis les universitaires, les non-universitaires, un ratio homme-femme aussi. Et vous avez sous les yeux la composition actuelle de la commission de médecine fœtale. Alors, on a plusieurs missions. La première mission, c'est faire le programme de PSF de cette demi-journée. C'est de participer à des groupes de travail sur la médecine fœtale et le diagnostic anténatal. Donc, par exemple, à l'agence de biomédecine, on travaille sur les stratégies en diagnostic prénatal, sur les recommandations sur le test ADN LCT21.
On suit le dépistage de la trisomie 21 pour les gens qui ont fait leur analyse de pratique avec le CNGOF. On a comme ambition aussi de vous proposer des protocoles pour homogénéiser les pratiques en médecine fétale et en diagnostic prénatal. On voudrait lancer des travaux de recherche en lien avec la fédération et puis créer des programmes de DPC aussi pour améliorer les pratiques. Notre objectif qui est avancé, alors je vous ai mis en vert ce qu'on faisait déjà, en noir c'est nos objectifs. Notre autre objectif, c'était de faire des fiches d'information pour les patients. Donc on a remis à jour les fiches amyosynthèse et biopsie de trophoblastes. On est en cours de travail sur la low-immunisation, la transfusion in utero et les complications des grossesses monocoriales. Alors les fiches amyosynthèse et biopsie de trophoblastes qui ont été remises à jour, vous les avez sur le site. Donc vous pouvez vous connecter actuellement sur le site du CNGOF et vous trouverez ces fiches. Les mises à jour, elles concernent surtout le taux de complications. On en a un peu parlé ce matin. Les chiffres actuels montrent que les complications des amyosynthèses et des biopsies de trophoblastes sont moins importantes que ce qu'on disait avant. On disait 0,5 à 1%. Maintenant, on peut dire qu'on est inférieur à 0,5%. Donc voilà les deux fiches biopsie de trophoblastes amyosynthèse. Pour les fiches allo-immunisation et transfusion in utero, donc ces fiches, on les a rédigées, on les a données à relire aux CIAN, donc ils nous ont fait des remarques qui sont extrêmement intéressantes. Quand on montre des fiches aux usagers, souvent elles trouvent que c'est beaucoup trop compliqué. On s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas franchement compris tout ce qu'on avait dit dans la fiche. Donc on va les retravailler. On a une réunion de travail cet après-midi d'ailleurs. Notre objectif, c'est qu'elles soient après l'été sur le site du CNGOF. Et puis pour les fiches monocoriales, on est en train de les rédiger. On fera pareil, on les enverra à des associations d'usagers pour avoir leur avis sur ces fiches d'information. Les projets, c'est le drainage, les ponctions de sang fœtal, les interruptions sélectives de grossesse, enfin, tout ce qu'on fait en médecine fétale. Et donc si vous avez d'autres besoins, d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on travaillera sur les prochaines fiches au cours de l'année 2023. C'est pareil, si vous avez d'autres idées de sujets que vous voudriez qu'on traite l'an prochain pour cette session de médecine fétale, vous n'hésitez pas non plus à envoyer un mail à l'un d'entre nous et puis on essaiera d'organiser un programme qui vous intéresse. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ces projets ? Moi, je vais juste faire une remarque. Vous avez vu tout à l'heure que le nombre de prélèvements invasifs diminue de façon drastique grâce à l'ADN libre circulant. Ça veut dire que nos jeunes, ils sont plus formés puisqu'ils font plus de prélèvements. Donc, juste les chiffres qu'on donne, on est toujours en train de se dire, on fait de moins en moins de fausses couches quand on fait les gestes, mais ceux qui vont les faire, ils en font quasiment jamais. Donc, ça va peut-être remonter. Donc, faites attention de bien faire de la simulation aux plus jeunes pour qu'ils s'entraînent. Sur des simulateurs, sur des formations. Voilà. Pensez à le faire parce que nos plus jeunes, ils savent pas faire comme nous puisqu'ils n'ont pas pu apprendre sur les patients parce qu'on n'en fait presque plus. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci.